Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le vendredi à 17h45, nous faisons le point sur les dernières évolutions marquantes en matière d'ETF, de flux de collecte, de produits et puis le palmarès des émetteurs ETF sur le mois de mai. C'est l'observatoire ETF de Yomoni que nous vous proposons chaque mois avec le directeur de la gestion de Yomoni avec nous en visioconférence, Alexis Nac. Bonsoir Alexis, merci beaucoup d'être avec nous pour faire le point alors à travers l'outil que vous avez bâti chez Yomoni, l'observatoire ETF qui met à jour les dernières tendances. Chaque mois, on fait donc avec vous le bilan du mois de mai. Si on prend la dimension dynamique de flux, collecte au sein de l'industrie ETF en Europe, Alexis, quels sont les enseignements du mois de mai ? Alors, le premier fait marquant que l'on constate en mois de mai, c'est un net ralentissement de la collecte en ETF, parce que les ETF en Europe n'ont collecté que 3 milliards d'euros sur le mois. Pour rappel, Grégoire, le mois dernier, on était autour des 14 milliards d'euros collectés sur le mois. Et en début d'année, on était plutôt sur des niveaux de 30 milliards de collectes par an. Donc, on a un sacré coup d'arrêt sur la collecte des ETF en Europe. Si on rentre dans le détail, la collecte reste relativement soutenue, je dirais, sur les actions internationales et sur les obligations des pays développés. En revanche, on a une décollecte très très forte sur les matières premières. Si on rentre encore un peu plus en détail, au sein des actions, on a les actions de la zone européenne qui continuent à décollecter assez fortement et celles du secteur financier au global qui continuent également de décollecter fortement. Et si je regarde au sein des obligations cette fois-ci, on a une forte décollecte du côté des obligations émergentes et des obligations chinoises en particulier. On a l'ETF iShares China Bond qui a décollecté près de 4 milliards à lui seul. Et notamment en faveur des emprunts d'État américains et des emprunts d'État européens dont le rendement est devenu un peu plus attractif. Donc on voit que les investisseurs sont à la recherche d'un peu plus de sécurité au sein de cette classe d'actifs. Oui, c'est ça, j'allais vous demander, Alexis, alors c'est toujours compliqué de faire une lecture précise de ces flux globaux, mais qu'est-ce qu'on peut interpréter, quels enseignements on peut en retirer peut-être pour expliquer l'état d'esprit des investisseurs là, à l'issue de ce mois de mai ? Sur la partie obligataire, c'est vraiment ça. Je pense que maintenant que les rendements des obligations, des emprunts d'État notamment, deviennent plus attractifs, les investisseurs sortent des obligations émergentes et chinoises qui avaient rencontré un énorme succès pour se dire finalement il y a du rendement dans les pays développés qui devient intéressant sur des supports qui seraient plus risqués que les dettes d'État chinois ou émergents. Voir une décollecte sur les produits d'investissement liés aux matières premières, par exemple, ça peut étonner, Alexis. Est-ce que ça peut être généré par des prises de profit si c'est une classe d'actifs qui a beaucoup collecté dans l'industrie des produits industriels ? Oui, tout à fait. Je pense qu'après les parcours spectaculaires qu'ont connus les matières premières, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent que maintenant le pari est joué, je dirais, et qui maintenant sortent de cette classe d'actifs. Et on voit des flux de décollecte qui sont assez impressionnants sur cette classe d'actifs, notamment sur le pétrole. Bon, on suivra ça avec attention, mais quand même grosse marche à la baisse en termes de collecte. Ça reste une collecte positive pour le mois de mai pour l'industrie ETF en Europe, mais très très en deçà des niveaux qu'on connaissait encore, ne serait-ce que sur le mois d'avril, qui était une collecte à 2 chiffres de mémoire pour le mois d'avril, Alexis. Si on regarde le palmarès des acteurs, des émetteurs de produits ETF sur le mois de mai, quels sont les acteurs qui ont le plus collecté versus ceux qui ont peut-être le plus souffert ? Alors c'était un excellent mois pour Vanguard, qui fait plus de 2 milliards de collectes sur le mois, qui se place devant BlackRock, qui fait un mois décevant avec 1,3 milliard de collectes, ce qui est décevant pour BlackRock. En revanche, du côté des sociétés de gestion françaises, on a encore un excellent mois pour BNP, qui se situe juste derrière BlackRock avec 1 milliard de collectes sur le mois. À l'inverse, on a Amundi Lyxor qui fait un très mauvais mois parce qu'il décollecte plus de 1 milliard sur le mois, ce qui les place en queue de peloton ce mois-ci. L'autre fait marquant de ce mois-ci, c'est DWS qui fait une très forte décollecte de 1,5 milliard d'euros sur le mois. C'est sans doute en lien avec la démission du patron de l'asset management après les scandales qu'a connu le groupe sur les accusations de greenwashing et l'enquête qui a suivi avec la perquisition des bureaux de la Deutsche Bank en Allemagne. Oui.
Et d'ailleurs, question intéressante, hein, effectivement, scandale. Donc la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank en Allemagne, pris effectivement dans une grosse affaire de greenwashing aux États-Unis, en Europe. Les autorités sont autour des DWS aujourd'hui. Est-ce que d'ailleurs c'est sur des produits flagués ESG que la décollecte a été la plus importante ou pas forcément, Alexis ? Non, c'est ça qui est étonnant. La décollecte a vraiment été globale. Elle a été même plus importante sur les supports non ESG que sur les supports ESG. Donc c'est vraiment, je dirais, l'ensemble de la gamme a été affecté par ce scandale au sein de DWS. Ouais, c'est la réputation générale, là, effectivement, en tout cas chez DWS, qui souffre le plus au cours de ce mois de mai. En termes de lancement de produits, qu'est-ce qu'on peut dire, Alexis ? J'ai l'impression que le mois n'a pas été très dynamique, alors que d'habitude, on fait le point tous les mois avec vous. Bon, il y a quand même une liste importante, généralement, de nouveaux produits ETF lancés chaque mois. Tout à fait, ça a été un mois très, très pauvre, je dirais, en lancement de nouveaux produits, parce qu'on n'a eu que 4 lancements de nouveaux produits au mois de mai. On est plus habitué à avoir des chiffres entre 15 et 30 lancements de produits par mois, donc c'est vraiment un mois, on verra si c'est une tendance, mais en tout cas un mois aussi, là aussi un coup d'arrêt sur les lancements de nouveaux produits. On a toutefois, je dirais, quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est qu'on a un nouvel acteur qui est arrivé sur le marché européen des ETF. C'est Grayscale, une société de gestion américaine qui a été fondée en 2013, qui se présente comme le plus grand gestionnaire au monde de devises numériques, avec plus de 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et donc cette société de gestion, qui est bien connue aux États-Unis, très peu en Europe, lance son premier ETF en Europe, qui s'appelle le Grayscale Future of Finance, qui investit dans des entreprises, comme ils disent, qui bâtissent l'économie du futur digital, l'économie digitale du futur, pardon, avec des sociétés qui sont issues des secteurs de la finance, de la technologie, des actifs digitaux, et qui tournent autour de ces actifs digitaux. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas un ETF crypto pur, Alexis. Non, pas du tout. Non. C'est un ETF qui investit dans des sociétés qui tournent autour de l'univers de la crypto-monnaie. Très clair. Bon, on est quasiment à mi-parcours de cette année 2022, Alexis. Quels enseignements ? Les marchés sont compliqués, évidemment. On a des mouvements de rotation qui sont parfois importants, mais peut-être difficiles à capter. Où est-ce que vous en êtes là en termes de position de gestion chez Yomoni pour vos clients en fonction des différents profils ? Et est-ce que c'est un moment où on a envie de prendre des décisions déjà, Alexis ? Non, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de risques encore à moyen long terme. Nous, on continue à privilégier les actions américaines. On parie sur le fait qu'il n'y aurait pas de récession aux États-Unis. On espère qu'il y aura un ralentissement, mais pas de récession, et que la Banque centrale va réussir à piloter l'inflation sans faire basculer l'économie en récession. On pense que la Banque centrale américaine a beaucoup plus de marge de manœuvre que la Banque centrale européenne, naturellement, pour piloter l'inflation. La macroéconomie tient plutôt bien aux États-Unis pour le moment, vu le contexte. On a notamment une consommation qui reste solide, avec un marché du travail qui est robuste, un coussin d'épargne des consommateurs qui est important. Donc on tient nos positions, c'est dur, mais on tient nos positions sur les actions américaines. En revanche, on reste toujours beaucoup plus prudent sur les actions européennes. Et au-delà de ces arbitrages, est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on réfléchit à redéployer peut-être des investissements un peu plus larges, remonter le niveau des expositions au marché d'actifs risqués ? Est-ce que c'est une question qu'on se pose aujourd'hui ou est-ce que ce n'est pas la question du moment ? On se la pose tous les jours, mais ça reste compliqué, on reste quand même prudent. On avait déjà fait un premier pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, on avait légèrement réaugmenté notre exposition aux actifs risqués. Donc pour l'instant, on n'est pas prêt à faire une marche supplémentaire. On tient nos positions, mais pour l'instant, on n'a pas réaugmenté notre exposition au risque. Ouais. Et c'est vrai que la semaine boursière vient un petit peu neutraliser les 2-3 dernières semaines qui avaient été plus positives. Depuis la mi-mai, effectivement, on sentait quand même l'idée ou l'espoir de quelque chose d'un peu plus constructif. Attention, on n'est pas revenu sur les points bas de l'année. Le CAC est quand même au-delà des 6000 points, toujours largement. On a vu moins de 6000 points cette année, je vous rappelle, au mois de mars notamment. Mais voilà, on se traite autour de 6200 points pour le CAC 40 ce soir, qui aura terminé cette semaine sur une baisse marquée, une baisse de plus de 2,5%.
0,5% sur cette seule journée de bourse. Merci beaucoup Alexis, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque deuxième vendredi du mois, je le disais, dans Smart Bourse le soir à 17h45 avec cet observatoire ETF que vous avez créé chez Yomoni qui nous apporte donc les dernières tendances en matière de flux ou de nouveautés dans l'industrie ETF. Alexis Nac qui était avec nous en visioconférence ce soir, le directeur de la gestion de Yomoni. Voilà pour cette édition de Smart Bourse qui vient clôturer cette semaine boursière compliquée. Je vous le rappelle, excellent week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.